La pelote. Et bien la décroissance pour moi c'est sortir en fait de cette société où l'économie a pris le pas sur le politique. Je me suis rendu compte qu'il y avait des entreprises qui voulaient bien parler de post-croissance, qui voulaient bien parler de circuit court, qui voulaient bien parler de partage de la valeur. Mais en fait, le problème, c'est qu'on est dans un système qui récompense le vice. La pelote. Bienvenue à Vert de Lune en Gironde. Vous ne connaissez pas cette commune, c'est normal car elle n'existe pas. Elle est directement sortie de l'imagination de Gabriel Malek, auteur de l'ouvrage Pour une décroissance prospère paru aux éditions Payot. Et pour celles et ceux qui ont des interrogations sur ce qu'est la décroissance, ce livre est une formidable démonstration de à quoi cela pourrait ressembler. On y parle d'économie, mais aussi de justice, de travail, d'héritage, de loisirs, d'identité, d'antiracisme, de relations internationales, etc. Bref, tous les pans de la vie en commun sont abordés et il semble que c'est cela le vrai apport de cet ouvrage. Alors que le débat public enferme le concept de décroissance dans son unique aspect économique, Gabriel en fait un sujet intégralement politique. Et à vrai dire, je dois avouer que je suis un peu jaloux, car c'est le livre que j'aurais aimé écrire. Mais en lot de consolation, et quel lot, j'ai le plaisir d'échanger aujourd'hui avec son auteur, Gabriel Malek. Bienvenue Gabriel, et merci de me recevoir. Merci beaucoup à toi d'être là et merci pour cette présentation vraiment sympathique du livre. Et en effet, on est au Bernardin, du coup, où je travaille ces temps-ci. On va commencer, je fais une toute petite bio de toi. Alors, tu fais plein de trucs, j'ai regardé ta bio en ligne. Président d'Alter Capitae, c'est une grosse activité. Doctorant également en histoire environnementale contemporaine, chercheur, administrateur de différentes associations. Donc beaucoup de choses, mais on va s'intéresser donc aujourd'hui à ce livre que tu as écrit. Donc Pour une décroissance prospère, préface de Bernard Friot, paru aux éditions Payot en fin d'année dernière, c'est ça ? Oui, c'est ça, fin novembre dernier. D'accord. Je vais commencer par une question simple. Moi, j'ai été à titre perso très impressionné en fait des quantités de références incroyables que tu allais chercher pour écrire tout ça. Donc j'imagine que tu as enchaîné beaucoup de connaissances et de lectures. Mais plus profondément, qu'est-ce qui, toi, t'a amené à écrire ce livre ? Alors, en fait, ce livre, c'est quelque chose c'est un projet que j'avais en tête depuis longtemps. Parce que, je pense pour comprendre mon point de vue sur la décroissance, il faut remonter un peu au début, j'ai travaillé dans la RSE, j'ai coordonné les travaux du cercle de Giverny, etc. Et c'est là où, rapidement, je me suis rendu compte que ce qui était fait au niveau gouvernemental ou des entreprises, en tout cas des grosses, sur les questions écologiques et sociales, c'était quelque chose de très superficiel, très cosmétique. Et donc, c'est juste après que j'ai fondé Alter Capitae. Et dès cet instant, j'étais parti sur cette idée de décroissance prospère, même si c'était pas très clair pour moi à l'époque. À l'époque, l'idée, c'était de dire la décroissance, donc l'idée de se dire, il faut une baisse du PIB pour revenir sur les lignes planétaires, et il faut surtout un changement en fait, de rapport au bonheur, de rapport au travail, etc. C'est quelque chose qui est écologiquement nécessaire, mais surtout, et c'est ça, moi, qui m'anime plus que le écologiquement nécessaire, c'est que c'est socialement désirable, quoi. C'est en m'intéressant à ce que faisait la société de croissance, ce que faisait le travail capitaliste, ce que faisait la publicité, ce que faisait la colonisation, qui est quand même une partie intégrante du capitalisme, eh bien, je me suis tout simplement dit que la décroissance, en fait, gagnerait à être connue parce que c'est nécessaire et en plus, c'est désirable. Et je trouve que pour quelqu'un qui est jeune, et aujourd'hui, j'ai vu un article passer du Figaro hier, je crois, sur qui s'appelle en gros plus ou moins la Gen Z n'aime plus le travail capitaliste. Voilà. Je pense que je suis d'accord sur ce constat. Et en fait, je trouve que pour un jeune aujourd'hui, l'idée de se dire je vais pouvoir réinventer un monde nouveau, et surtout, c'est quelque chose de très excitant, quoi. Et quand on voit ce qui se passe en ce début d'année avec Trump, etc., avec la remise en cause de la mondialisation, de l'ordre mondial, etc., on se dit que c'est le moment, quoi. Et je pense que c'est un peu le moment pour la décroissance. Et donc voilà, donc ce livre-là, je voulais l'écrire depuis assez longtemps. Et finalement, c'est depuis 2 ans que je me suis mis à l'écrire en me disant, c'est un livre qui doit essayer de condenser ce que je pense sur la décroissance prospère et essayer de porter un peu ce concept. Donc c'est un peu l'idée. Et juste pour revenir sur l'ensemble des références, il y en a plein. Alors, il y a Bernard Friot qui fait une super préface, le chantre du salaire à vie, et on fera passage un petit peu de pub pour le réseau salariat. Combien de temps, toi, ça t'a pris ? Parce que c'est la question que je me suis posée pour accumuler toutes ces connaissances et justement les mettre en synthèse pour en construire finalement. Ça ressemble un peu à un projet politique, en fait, ce bouquin aussi. C'est un peu un manifeste. Ça t'a pris combien de temps pour percoler tout ça, en fait ?
Bah, je dirais que ça fait vraiment depuis 4-5 ans que, alors j'étais déjà avant dans les mouvements sociaux et écolos, mais je n'étais pas particulièrement sur la décroissance. Je dirais que ça fait 5 ans. Et en fait, c'est grâce, je pense, aux activités, par exemple, avec Alter Capitae. On a fait beaucoup de conférences, où moi j'ai pu participer à beaucoup de séminaires avec des chercheurs, des politiques sur la décroissance. Et aussi, l'autre chose, je pense, c'est que j'ai fait du conseil. Du coup, après Giverny, j'ai changé. Et je suis allé faire du conseil en post-croissance, qui est se rapprocher plus professionnellement de ce à quoi j'aspirais personnellement. Et en gros, voilà, je parlais alors plutôt à des PME ETI, des entreprises des territoires, familiales. Et je dois le dire, en partie, elles m'ont redonné espoir dans la capacité d'entendre des entreprises, parce que contrairement, et je fais la différence dans le bouquin, contrairement aux grands groupes, en fait, qui, je crois, sont structurellement, et on peut le dire, là on est au Bernardin, qui sont structurellement des structures de péché, c'est-à-dire que, en fait, pour moi, les grandes structures, c'est des structures capitalistes qui ont besoin d'être sur le libre-échange, d'être sur le libre marché, qui ont besoin qu'on baisse les régulations publiques environnementales et sociales en permanence, c'est ce qu'on vient de voir avec la CSRD, hein. Et du coup, ces boîtes-là, malheureusement, structurellement, ne peuvent pas aller dans la bonne direction et ne peuvent que croître et que continuer à être le vivant et les peuples. Et ça fait de la peine. Moi, je croisais, par exemple, à l'époque de Giverny, des directeurs de RSE, ça n'a rien de dire le nom, mais de grosses boîtes qui me disaient: je partage ton constat et j'aimerais qu'on puisse faire plus, mais si je fais ça, je vais perdre mon emploi, quoi. Donc elles ne peuvent pas. Alors que c'est, pour revenir aux plus petites boîtes avec lesquelles j'ai travaillé récemment, et je reste en contact avec des gens que j'apprécie beaucoup, comme par exemple Hubert de Boisredon, des gens comme ça, et bien finalement, c'est des boîtes familiales qui, en fait, ont une plus grosse main sur le capital, donc ils peuvent, si vous voulez, faire un choix en se disant: bon, bah, moi, je respecte l'environnement local, je respecte mes salariés, etc. Après, le seul problème, et c'est aussi pour ça que j'ai quitté ce travail de conseil maintenant il y a 1 an, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait, voilà, des entreprises qui voulaient bien parler de post-croissance, qui voulaient bien parler de circuits courts, qui voulaient bien parler de partage de la valeur. Mais en fait, le problème, et c'est une des choses que j'explique dans le bouquin, c'est qu'on est dans un système qui, si vous voulez, capitaliste, qui récompense le vice. C'est-à-dire qu'une entreprise, une PME ETI, quoi, qui va se dire: bon, allez, je vais renoncer à un projet lucratif parce qu'il n'est pas environnementalement bien, je vais mieux payer mes salariés, elle va se mettre à défaut dans la concurrence et elle risque tout simplement de péricliter. Voilà. Ouais, je partage à peu près le même avis. Et c'est vrai que il y a cette incapacité des entreprises, en tout cas avec du capital détenu par peu de personnes, petites ou grandes, qui ont du mal à envisager de baisser leur activité, en fait, tout simplement. Donc du coup, il y a plutôt une réflexion systémique macro, hein, de la décroissance. Et justement, on revient sur ce concept de décroissance. Pour les gens qui nous écoutent, alors on a beaucoup parlé de la décroissance. Il y a quelques années, il y a eu Timothée Paré qui l'a remis au goût du jour, mais c'est pas un concept nouveau, hein. Ça date de quand, à peu près? La décroissance, c'est apparu quand, dans les années 70, un truc comme ça? C'est ça. En fait, souvent, on attribue en France la première parution à André Gorz, en fait, qui est le cofondateur du Nouvel Observateur, et qu'on avait parlé en 72-73. En plus, c'est le moment où sort le rapport Meadows. Oui. Donc, c'est le moment où le mot sort, en tout cas. Et apparemment, la France serait vraiment un des foyers, voire le foyer de la décroissance. Voilà. D'accord. Et donc, si on devait donner une définition de la décroissance, telle que toi tu l'as écrite, je te demande ce petit exercice-là, dans le bouquin, ce serait quoi? Alors, tel que je l'ai écrit, ce serait... Alors, évidemment, il y a une question écologique, donc de réduction des activités pour revenir sur les lignes planétaires. Mais en fait, avant tout, c'est un nouveau rapport au travail, à l'autre. Et bien, la décroissance, pour moi, c'est sortir, en fait, de cette société où l'économie a pris le pas sur le politique. Et ça, j'en parle beaucoup dans le bouquin. C'est-à-dire que moi, ce que je trouve très frustrant en tant que citoyen, en tant que militant, etc., c'est qu'en fait, on voit qu'on est dans un monde dans lequel l'économie financiarisée, en plus, donc c'est des choses abstraites, qui sont, comme tu l'as dit, détenues par peu de personnes, etc., finalement, vont gouverner le politique. Et la décroissance, c'est se réapproprier, finalement, sa vie, c'est se réapproprier les choix collectifs. Et donc, c'est donc réduire la production, mieux partager la valeur, changer le rapport au travail, changer le rapport au bonheur. Et donc, c'est vraiment un nouveau projet de société qui entre guillemets, n'appelle pas à quelque chose de négatif ou comme c'est présenté dans les médias. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement enthousiasmant, quoi, et de nécessaire. Et donc, c'est comme ça que je définirais la décroissance, quoi. D'ailleurs, tu as adjoint l'adjectif prospère. Décroissance, prospère. C'était voulu? Comment tu as pensé articuler ces deux termes? Alors, il y a deux choses. Il y a un petit côté provoquant dans le sens où je voulais aussi souligner l'oxymore pour faire réfléchir, quoi. Donc, ça veut dire, moi, j'adorais le fait qu'on disait décroissance prospère. Les gens, ils disaient: ah là là, mais qu'est-ce que c'est pas la même chose. Et après, moi, ça me permettait aussi d'expliquer ce que je voulais dire. Et outre ça, c'est parce que le terme de prospérité m'intéresse beaucoup, et c'est d'ailleurs ce qui est au cœur de l'ouvrage. C'est-à-dire que j'essaye de montrer qu'on est habitué à associer croissance et prospérité. Voilà, on fait. Et dans le bouquin, j'essaie de montrer que environnementalement, c'est évidemment pas le cas,
Et surtout, et c'est ça qui est plus intéressant, socialement, ça a énormément de limites. Et la prospérité, pour moi, n'est pas la croissance du PIB, voilà, même socialement, et encore moins politiquement. Et donc, du coup, dans le bouquin, j'essaie de montrer que la prospérité, en fait, est possible en décroissance. C'est ça que j'ai essayé de montrer. Et qu'elle ne doit pas être associée à la croissance du PIB. D'ailleurs, tu donnes une définition en quatrième de coup, même dans le bouquin. Prospérité du latin prosperus, conforme ou favorable aux espérances, aux attentes. Donc il y a vraiment un alignement entre les besoins humains et ce qu'une activité, une société doit produire pour les satisfaire, en fait. Ouais. C'est ça, et en plus, ça permet le côté favorable aux attentes, à l'espérance, permet de montrer quand même, je trouve, le côté, moi je pense, et je le dis dans le livre, que les humains, alors, ont un côté forcément métaphysique, quoi. Ils ont besoin de croire à des grands récits, etc. Certains ont besoin de la religion, etc. Et du coup, je trouve que le capitalisme nous a enfermés dans une vision horrible, où en fait, et je le dis au début, la prospérité dans le capitalisme, c'est le PIB divisé par le nombre d'habitants. Donc finalement, on fait un lien entre ton bonheur et, si vous voulez, ce que vous avez en termes de gains matériels. Dans une société en plus qui fait de la pub en permanence et qui te demande d'avoir plus que ton voisin, etc. Et ça, c'est une vision, je trouve, horrible de l'homme. Et je pense que l'humain ne peut pas être heureux dans un système comme ça. Il a besoin d'autre chose. Il a besoin d'autre chose. Et si le capitalisme, la seule chose qui peut lui apporter en plus des gains matériels, c'est de la publicité, je pense que c'est très insuffisant et je pense qu'on est malheureux là-dedans. Ouais. Alors, si on avance et qu'on rentre un peu dans le bouquin, il y a 3 étapes. Moi, j'ai identifié 3 étapes dans le livre. Bon, il y a d'abord une première partie où, en gros, tu fais à la fois un constat du désastre lié à la croissance, au capitalisme. Tu bats en brèche ce qu'on appellerait les solutions actuelles, donc croissance verte, technosolutionnisme, etc. Ce qui dirait, on pourra en discuter tout à l'heure, mais qui, dans le débat public, commence aussi à faire son nid sans qu'on ait effectivement le débouché qui va derrière. Deuxième partie où tu parles du projet politique de décroissance prospère à travers donc, cette utopie de Vers de Lune. Et à ce titre, chapeau, parce que franchement, je lisais ça comme une histoire, on s'y croirait dans cette ville de Vers de Lune. Merci beaucoup. Donc vraiment, c'était passionnant. Et puis après, troisième partie, tu parles des stratégies de comment on crée cette utopie-là, comment on sort du capitalisme. Et il y a un concept, par contre, qui revient beaucoup dans la deuxième partie, c'est le concept du municipalisme ou communalisme. Alors peut-être il y a des différences entre ces 2 termes, mais je voudrais qu'on parle un peu de ce truc-là. C'est quoi le concept du municipalisme? Comment tu définirais ça, qui a l'air d'être central, en fait, dans cette utopie? C'est central. Et peut-être avant d'arriver sur le municipalisme, je voulais dire sur cette partie-là qu'elle a été pas simple à écrire, quoi, parce que la première, le constat, en effet, je pense que c'était pas le plus compliqué à écrire. Mais la partie 2, en fait, moi, j'ai essayé en gros, cette partie, c'était OK, d'accord. Donc, la croissance n'est pas prospère, partie 1. Partie 2, en quoi la décroissance est prospère. Et j'ai beaucoup galéré parce qu'au début, j'ai essayé de parler sans parler d'utopie. Et en fait, finalement, ce que j'écrivais était très proche du monde contemporain, quoi. Finalement, donc, en fait, mon éditrice m'a dit à un moment, écoute, là, on voit pas vraiment la prospérité en décroissance, en fait. Et donc, du coup, je me suis dit, je suis obligé de passer par une sorte de fiction, quoi, pour essayer d'imaginer ce que ce serait. D'où l'idée de Vers de Lune. Et en effet, pour moi, le municipalisme est très important. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, je le dis, et ça se sent dans le livre, tu m'en as parlé quand on parlait un peu avant le podcast, mais qu'on sent une tension entre local et État qui n'est pas claire. Et je pense qu'elle n'est pas complètement clarifiée chez moi. Mais de fait, le municipalisme, ça me parle beaucoup parce que c'est l'idée qu'en fait, donc c'est développé par quelqu'un qui s'appelle Murray Bookchin, et qui explique qu'en fait, il croit que pour les individus, l'échelle la plus importante pour vivre la vie politique, c'est l'échelle locale. C'est en fait, un individu peut se sentir en effet inclus au niveau politique, mais pour ça, il faut que ce soit des décisions locales qui le concernent, etc. Et donc le municipalisme, en gros, l'idée, si vous voulez, c'est de supprimer un peu l'État et de faire en sorte que la plupart des décisions se prennent au niveau des municipalités. Voilà. Et après, encore une fois, ces municipalités sont reliées, évidemment, puisqu'ensuite, tu as une assemblée confédérale, etc. Donc il y a évidemment des échanges, il y a évidemment quelque chose au niveau central. Mais globalement, le municipalisme, c'est ça, quoi. C'est remettre une bonne partie des décisions au niveau local. Et je trouve que c'est extrêmement puissant. Et notamment, pour moi, ça répond à une interrogation que j'ai depuis longtemps. C'est-à-dire que moi, ça fait quand même assez longtemps que je ne crois plus dans les COP et ce genre de choses. C'est-à-dire que je ne pense vraiment pas que... Enfin, en fait, je pense que la question écologique, et pour ça que je parle de décroissance, demande une rupture forte, radicale. Et je pense que jamais elle sera prise à un niveau élevé, vraiment. Et donc, du coup, je ne crois pas à ça. Ça fait longtemps que je suis les gens comme les Soulèvements de la Terre, comme les gens qui font de l'expérimentation, comme sur la sécurité sociale. Et on voit que des choses radicales se font au niveau local. Et donc, du coup, j'ai beaucoup plus confiance dans ce niveau. Et je pense que politiquement, en plus, c'est plus intéressant parce que beaucoup de gens ont peur de l'écologie, je pense, parce qu'ils se disent, OK, ça va être décidé à Bruxelles, ça va être décidé à Paris,
par des technocrates qui connaissent pas mon territoire, qui vont me demander de mettre une éolienne là, qui vont me demander ci, qui vont me demander ça. Et je pense que c'est justifié comme critique. Je pense que c'est complètement justifié. Quand on voit ce qui se passe sur les Gilets jaunes, par exemple, donc une décision très mauvaise d'écologie antisociale prise à Paris et qui va taper directement des gens qui galèrent dans les territoires. Et donc, je pense que si jamais les gens, tu leur parles d'écologie, tu les fais décider au niveau local, ils seront beaucoup plus partants. Ils seront beaucoup plus partants. Alors, je peux entendre ça, hein, c'est-à-dire le fait de localiser, de problématiser par rapport à un territoire, par rapport à... Alors, tu citais un concept notamment qui était évoqué par Momentum, qui était celui de biorégion, Oui. ça, qui regroupe, qui est à peu près calqué sur ce concept de local. C'est-à-dire, si j'ai bien compris le concept de biorégion, c'était un environnement, une région qui est adaptée à la fois à la biosphère et aux activités des humains qui sont dessus, si j'ai bien compris. Mais c'est peut-être un peu... Oui, c'est à peu près ça. Et en fait, c'est... Après, et je le dis dans le bouquin, parce qu'en fait, en écrivant le livre, moi, je parlais de biorégion, je parlais de municipalisme, mais du coup, je me suis penché sur d'autres auteurs, et notamment des auteurs qui sont plutôt à l'extrême droite. Oui. Et en fait, ce sont parfois des termes qui sont réappropriés à l'extrême droite, et ça peut être très dangereux. Par exemple, la biorégion, si vous voulez, la version d'extrême droite, qui est évidemment l'inverse de celle de l'Institut Momentum, qui est une version avec laquelle je suis tout à fait en ligne. Mais la vision d'extrême droite d'une biorégion, c'est finalement, en fait, il faut faire comme dans la nature, et donc il faut s'inspirer de la nature pour les sociétés humaines, et donc remettre en cause les droits des personnes LGBT, remettre en cause le féminisme, etc. Évidemment, c'est très compliqué. Et c'est pour ça que dans le bouquin, je fais vraiment cette différence-là, et notamment, j'essaie de récupérer des concepts qui sont à droite pour les mettre à gauche. Par exemple, le concept d'enracinement. Oui, ça tu voilà, ouais. Quand on parle d'enracinement, ça peut tout de suite faire repli sur soi, localisme, racisme, etc. Et en fait, c'est vraiment pas ça que je veux dire par enracinement, et je me sers des travaux de Simone Weil, que je trouve très intéressants, puisque Simone Weil parle d'enracinement. Voilà. Elle dit l'enracinement, c'est un des besoins les plus méconnus et les plus importants de l'âme humaine. Et elle dit, elle met absolument aucune connotation raciste là-dessus. Pour elle, l'enracinement, c'est participer à la vie de la collectivité, etc. Et ça, si vous voulez, c'est quelque chose qui est qui marche parfaitement avec le municipalisme, mais qui marche parfaitement avec la décroissance et avec la pensée, je dirais, de gauche. Ouais. Et d'ailleurs, cette notion d'enracinement, effectivement, elle est particulièrement bien tournée dans le bouquin. En revanche, il y a un truc qui m'a étonné, c'est qu'à aucun moment, sauf dans la préface, tu parles de communisme. Est-ce que, alors même que tu parles de sécurité sociale... et que Bernard Friot a fait la préface. Est-ce que c'est volontaire? Est-ce que tu assumes le fait que le communisme n'a pas droit de citer dans ce nouveau monde? Ou comment tu l'articules? Moi, je pense que si le mot communisme a le droit de citer dans le monde à venir. Après, c'est vrai que c'est un terme sur lequel je ne suis pas forcément à l'aise de m'exprimer. Bon, déjà parce que quand on parle de décroissance, etc., les gens qui n'y connaissent rien vont tout de suite renvoyer ça à l'URSS, alors qu'évidemment, pour moi, c'était une expérience ratée du communisme. Hein. Mais donc, il y a quand même cet héritage-là. Et je trouve que, bon, déjà, parler de décroissance, il faut le défendre, mais en plus, c'est genre de communisme. Donc voilà, donc il y a cet héritage du communisme qui est compliqué. Et outre ça, quand on voit le Parti communiste actuel en France, il y a un parti qui s'appelle le Parti communiste, avec Fabien Roussel qui va faire des interviews avec le Figaro. Bon, si vous voulez, ils sont très très loin de l'anticapitalisme, très loin de la décroissance. Et du coup, voilà, le communisme, pour moi, c'est un concept avec lequel je suis à l'aise, mais je n'utilise pas tant que ça parce que c'est... Voilà, moi, je veux renvoyer vers quelque chose de nouveau. Je pense que la pensée de Marx m'a beaucoup inspiré. Je respecte énormément cette pensée-là. Mais je pense que malgré ce qu'ont fait des gens comme Koei Saito, il l'a très bien fait, d'essayer d'actualiser ça d'un point de vue écologique, je pense que la rupture vers laquelle on va demander un vrai modèle nouveau. Alors oui, ça se rapproche du communisme dans l'idée où en fait je pense, et ça je suis d'accord avec le communisme, qu'il faut démarchandiser une bonne partie, et ça je le dis dans le bouquin, des activités. C'est-à-dire que pour moi c'est impensable que sur les besoins fondamentaux, se nourrir, se loger, etc., il y ait une discrimination qui soit faite en fonction de ton compte en banque, en fonction de ton origine. Donc là-dessus, je suis d'accord avec le communisme. Voilà. Mais du coup, voilà. Donc je sais pas si c'est hyper clair. Mais... Non. C'est juste une interrogation que j'avais par rapport à ça. Ce qui est intéressant dans ce que tu soulignes, c'est que ça... du coup, Bernard Friot, on l'a invité à l'Agora de la décroissance l'année dernière et on a continué à discuter ensuite. Mais c'est intéressant, on voit même dans la préface que moi, il a relu mon texte, on a discuté, on n'était pas d'accord sur tout. Et même dans la préface, c'est intéressant, j'ai trouvé ça très bienvenu qu'il le fasse, qu'il dise, par exemple, il n'est pas d'accord sur une des stratégies à la fin, et il le dit, quoi. Et donc, Alors, si on rebondit sur la notion de communisme, et surtout un terme qui a été beaucoup utilisé par Bernard Friot toujours, c'est le déjà là. Alors lui, il parle de déjà communiste, mais
toi, tu t'appuies aussi beaucoup sur ces déjà-là. Et j'aimerais qu'on en parle un petit peu justement de ces déjà-là. Pour toi, c'est quoi les déjà-là qui sont là et sur lesquels, peut-être, et d'ailleurs tu t'es appuyé dessus pour faire Vers de Lune, hein, pour imaginer Vers de Lune, si tu pouvais les énumérer, citer quelques exemples de déjà-là qui semblent intéressants à développer. Oui. Alors, les déjà là, du coup, c'est des choses qui préfigurent le monde à venir et qui sont en fait des petites poches d'interstices dans notre monde actuel. Pour moi, la politique parfaite, je le dis dans le bouquin, enfin parfaite, il n'y a rien de parfait, mais celle qui se rapproche le plus de ça, c'est la sécurité sociale de l'alimentation. C'est-à-dire, en fait, passer dans un système où, finalement, on considérerait, tout comme pour la santé en France, malgré les attaques de la droite, c'est un droit politique de bien manger, que tout le monde a le droit de bien se nourrir. Et finalement, la sécurité sociale de l'alimentation permettrait à chacun d'avoir une carte avec 200 € par mois dessus, qui lui permettrait d'aller acheter des fruits et légumes bio, produits localement, dans des supermarchés conventionnés. Donc voilà, la sécurité sociale est un déjà là, et ça marche avec le municipalisme, parce que typiquement, il y a des dizaines d'expérimentations en France qui ont lieu en ce moment, au moment où on parle. Donc là, voilà, les gens construisent sur leur territoire, essaient de le faire marcher, et ils n'attendent pas que l'État choisisse de le faire, ou que le Parlement le vote. D'ailleurs, les écolos l'ont proposé, ça a été refusé l'année dernière. Donc la sécurité sociale, c'est un déjà là. Ensuite, comme autre déjà là, je dirais qu'il y a les coopératives, typiquement. C'est-à-dire que les coopératives, bon, c'est pas parfait, un statut ne fait pas vertu, mais c'est mais c'est quand même, je trouve, une organisation du travail différente, où en fait, c'est quand même ceux qui produisent qui peuvent choisir, qu'il y a une bonne partie de l'argent qui doit être reversé dans l'entreprise, que les dividendes sont si vous voulez, il y a un plafond. Donc ça se rapproche beaucoup plus de ça. Et quand je vois des coopératives comme par exemple le réseau des licornes, donc c'est ceux qui nous écoutent, c'est comme vous connaissez les licornes de Macron, qui sont des entreprises valorisées à plusieurs milliards, dont l'intérêt social est parfois nul. Les licornes, avec 2 O, c'est un peu une moquerie de ça. Et l'idée, c'est des coopératives, comme par exemple Enercop sur l'électricité, comme Télécom sur la téléphonie, comme la Nef sur la banque, qui se disent, OK, nous on est des coopératives, mais si je caricature, on n'est pas là pour aller vendre des santons de Provence sur le marché, je sais pas quoi. Nous, on va aller sur des secteurs compétitifs, cruciaux, et on va montrer qu'on peut réussir à faire un modèle qui est concurrentiel par rapport au capitalisme et qui, de cette manière, le ringardise. Donc là aussi, je trouve que c'est un déjà là. Et puis le déjà là, c'est évidemment les mouvements militants comme les soulèvements. C'est beaucoup en fait d'à côté en fait du capitalisme. Et les déjà là peuvent se retrouver aussi dans des différentes structures. À un moment, je parle de la question des chrétiens, par exemple. Et je parle notamment que moi, je suis allé à certaines manifestations, certains festivals, ce qu'on pourrait appeler des cathos de gauche, et ces gens qui portent une vision, je trouve, de la chrétienté qui est anarchiste, etc. Et donc, en fait, eux-mêmes, ils sont, je trouve, une sorte de déjà là au sein de leur propre mouvement. Alors, il y a un truc où je me dis, là, il y va, en fait, il va jusqu'au bout, et c'est super intéressant. Tu parles de réindustrialisation écologique. Alors ça me fait penser à... Il y a une personne qui s'appelle Benjamin Brice, que tu dois connaître, oui. qui avait écrit L'impasse de la compétitivité, et qui parlait au fait de la notion de réindustrialisation. Alors, pas en y adjoignant le côté écologique. C'est presque un oxymore dans l'esprit des gens. Et là, il faut qu'on en parle, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire en clair, la réindustrialisation écologique, quoi ? Oui, et puis, mais je dois même avouer qu'en dialoguant avec certains camarades du milieu écolo, certains m'ont dit pourquoi tu parles de réindustrialisation, pourquoi tu parles d'ouvrir une mine de lithium. Enfin, ça leur paraissait complètement... Alors, pourquoi j'ai fait ça ? Parce qu'en fait, pour moi, la décroissance, et tu l'as dit, c'est un projet politique. C'est un projet politique. Moi, j'ai pas une vision bisounours du monde. On voit ce qui est en train de se passer. Et pour moi, c'est quelque chose qui était assez évident, quoi. C'est dans un monde, en fait, avec des grandes puissances capitalistes. Évidemment, quand on allait commencer à avoir des conséquences écologiques ou un manque de ressources, j'étais certain qu'on allait aller vers la guerre et l'accaparement. Ça paraissait assez logique. Et donc, je pense qu'on ne peut pas sérieusement penser construire un autre modèle sans, d'une certaine manière, avoir une sorte de souveraineté, d'autonomie sur son territoire. C'est-à-dire que la France, et j'espère l'Europe, ce serait mieux au niveau européen, mais la France ou l'Europe ne peut pas choisir d'aller vers un autre modèle si elle n'a pas les capacités de le faire. Donc typiquement, en fait, même si on fait une décroissance et qu'on baisse nos besoins, on aura quand même besoin d'un peu de métaux, on aura quand même besoin de savoir, je sais pas moi, faire de la laine, de savoir faire des meubles, enfin, on en aura besoin quand même. Et ça, c'est beaucoup de choses qu'on a externalisées. Aujourd'hui, on le fait à l'extérieur. Ça veut dire que la France, aujourd'hui, là, imaginons, voilà, on n'en sait rien, qu'un gouvernement arrive décroissant et dise « Ok, je mets ça en place »,
je pense on tient pas 2 jours. Enfin, en France, on pourrait, mais pour l'instant, je crois qu'on n'a pas de souveraineté alimentaire, donc on pourrait même pas tenir. Donc je dis, si vous voulez faire un vrai changement de modèle, alors il faut en partie produire les choses sur notre territoire, etc. Et en effet, aller vers une réindustrialisation écologique. Pour l'exemple de la mine de lithium, par exemple, je crois que c'est une mine de l'Allier qui pose débat. Moi, je suis plutôt pour cette mine, mais pas dans les conditions actuelles. Ça veut dire que je ne veux pas d'une mine qui va servir à produire de l'argent pour des capitalistes qui vont vendre ça sur le marché. Ça, je trouve que ça ne sert à rien, et même que c'est dommageable. Par contre, si jamais c'est une mine qui est une coopérative publique, dont tous les minerais sont utilisés sur le territoire français, là, c'est très différent. Donc je pense que, c'est une capacité d'autonomie qui permettra de mettre en place un projet politique radical que j'appelle de mes voeux. Et il y a une deuxième chose que je mets dans le bouquin, et il me semble que je cite M. Pitron, qui était allé en Chine pour regarder regardez si vous n'avez pas vu le reportage, mais c'est marquant, quoi. C'est des énormes lacs noirs de terre polluée où ils ne peuvent plus faire d'agriculture à cause des mines. Et en fait, on externalise tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, nous, en France, on profite, en achetant des iPhones, plein de bêtises, de cette extraction brutale à l'autre bout du monde. Mais les gens ne voient pas en face d'eux, ils ne voient pas les conséquences de la destruction écologique. Voilà. Et on parle beaucoup de carbone. C'est une des 9 lignes planétaires, c'est bien d'en parler. Et moi, j'en parle pas tant que ça dans le bouquin. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est pas forcément celle qui va activer le plus d'émotions chez les gens. Voilà. Quand tu dis aux personnes, regardez, votre sol, là, le sol où vous êtes, etc., vos cours d'eau, etc., ça vous concerne directement. Le carbone, évidemment, vous concerne directement. C'est le problème du carbone. Ils ont du mal à le voir. Voilà, le problème du carbone, c'est que c'est émis maintenant, mais ces effets sont de plus en plus anti, certes, mais les effets très lourds sont dans quelques années et pas tout de suite et maintenant. Et en plus, il y a un dilemme du prisonnier. Enfin, ça, c'est un argument horrible utilisé par l'extrême droite, mais qui fonctionne, malheureusement, il faut le reconnaître, qui est de dire, attendez, le carbone, c'est une question mondiale. Voilà. Ouais. Pourquoi nous, les Français, on ferait des efforts pendant que les Chinois et les Américains, ça carbure à 100%. Ouais. Évidemment, c'est un argument dégueulasse, mais je comprends pourquoi il fonctionne. Là où, en fait, je pense que sur d'autres enjeux, comme la biodiversité, l'eau, les sols, on peut beaucoup plus mobiliser c'est next door, quoi. C'est next door. Donc, c'est juste à côté. Ouais, tout à fait. Alors, justement, si on revient sur le local, et tu parlais tout à l'heure de l'articulation avec le central, je voudrais quand même qu'on creuse ce truc-là, parce que... Bon, alors certes, on est au niveau d'un territoire, on est au niveau d'une biorégion, on est dans le conseil du municipalisme. Et d'ailleurs, tu parles d'un autre déjà là, moi, qui de manière assez subrepticement, c'est-à-dire la décentralisation, qui est une sorte de déjà là qui a été lancée dans les années 80, alors d'une certaine manière, avec des budgets qui ont été transférés, qui aujourd'hui sont quand même de plus en plus contraints, mais quand même. Et ça m'a intéressé parce qu'il me semble que ça peut être quelque chose sur lequel on peut s'appuyer, mais avec quand même un écueil qui est celui de la notion d'attractivité des territoires, c'est-à-dire de concurrence entre les territoires purs et durs, quoi. Donc toi, comment tu l'imagines, ce truc-là ? En effet, et d'ailleurs, je vais être honnête, c'est une des choses... Il y a 4-5 ans, j'avais une vision plus étatique, et entre guillemets, mes amis anarchistes, quand ils m'en parlaient, j'avais un peu cette idée de bon, d'accord, mais chaque territoire va être entre guillemets un peu dans son coin. Clairement, il y aura des différences de richesse, et donc potentiellement, ça peut mener à du conflit. Voilà, à du ressentiment. C'est ça que je m'étais dit. Voilà. Après, je me suis penché plus avant sur ces théories, et j'ai lu Bookchin, etc. Et en fait, il y a pas mal de systèmes à mettre en place. Ça veut dire, on pourrait imaginer, déjà, il y aurait beaucoup d'échanges entre ces territoires, puisqu'on ne pourra pas tout produire au niveau local. Il y aura aussi ce qu'on appelle des péréquations, quoi. Donc, l'idée que les territoires plus riches donnent aux territoires plus pauvres, etc. Donc, forcément, il faut qu'il y ait des... Donc, je pense que c'est comme ça qu'on éviterait... C'est l'Assemblée confédérale qui coordonnerait tout ça ? C'est ça. Mais là où moi, du coup, je ne suis pas dans le pur Bookchin, c'est que je parle d'un État. C'est-à-dire que moi, pour l'instant, alors peut-être que je vais continuer sur mon chemin, mais l'Assemblée confédérale ne me paraît pas suffisant. Je pense qu'il faut quand même un État pour plusieurs choses. Déjà, en fait, sur les questions, je le disais, militaires, je pense que malheureusement, on ne peut pas éviter la question. Et c'est évidemment, il faut sortir des logiques d'agression, des logiques coloniales, des logiques impérialistes complètement. Mais il faut avoir une force pour se protéger. D'ailleurs, on avait même fait une conférence avec Alter Capitae, décroissance et armée, il y a quelques mois, et c'est un thème qui est assez rarement abordé par les écolos. Et c'était intéressant, qu'on a parlé plein de choses. On s'est même demandé, est-ce qu'un État décroissant pourrait utiliser son armée pour mener ce que mènent aujourd'hui de manière plus artisanale les soulèvements de la terre. Donc voilà, est-ce qu'un État décroissant pourrait aller saboter le pipeline on ne sait pas, bon. Voilà. En tout cas, ça pour dire que je pense qu'il faut un État pour ça. Il faut aussi un État pour certains enjeux, par exemple sur les médicaments, pour faire un pôle des médicaments, sur certains choix énergétiques. Donc je pense quand même qu'on, pour l'instant, on ne peut pas se passer d'une échelle étatique pour ces raisons-là. Par contre, il faut d'une certaine manière
énormément décentraliser les décisions. Et on le disait tout à l'heure, certes, il y a un budget qui a été alloué, mais il est en grande partie donné par l'État. Et donc, quand l'État, comme il le fait aujourd'hui, baisse les budgets des départements, etc., c'est des personnes qui ne peuvent plus être placées en aide sociale à l'enfance, c'est des personnes âgées dont on ne s'occupe plus, enfin, c'est des conséquences pas possibles. Et ça ne peut pas être décidé au niveau de l'État. Donc, pour moi, il faut qu'en fait, ces collectivités aient un budget propre, en grande partie, en immense partie locale, et ensuite qu'elles aient le droit en fait, de prendre des décisions au niveau local, quoi. Beaucoup plus forte. Aujourd'hui, en vérité, c'est quand même la loi qui prime, mais cette loi est adoptée au niveau... Et c'est ça qui changerait beaucoup. Les budgets des communes sont extraordinairement contraints, obligation d'équilibre, des budgets, voilà. C'est très peu de marge de manœuvre, ça je suis assez d'accord. Allez, on va avancer, notamment sur cette fameuse dernière partie, assez intéressante, parce que c'est effectivement la vraie question qu'on peut se poser, mais comment on fait ? Comment on fait pour sortir de là ? Alors, on a un peu parlé du déjà là, ça fait partie des stratégies. Toi, tu as 3 possibilités. Je vais les donner. Donc, on a stratégie de rupture avec le capitalisme, en mode un peu affrontement, j'ai envie de dire. Stratégie symbiotique, tu nous expliqueras. Et stratégie interstitielle. Alors, si tu peux nous expliquer ces 3 trucs-là, et puis aussi nous expliquer, à ton avis, c'est quoi la plus efficace ? Comment ça s'articule entre toutes ces stratégies ? Oui, alors c'est une typologie en fait, qui est due à un chercheur qui s'appelle Olin Wright, voilà, que je cite au début de la partie 3, et pour reprendre cette typologie qui me paraissait, parce qu'en fait j'avais commencé à lister plein de choses, mais j'avais du mal à l'organiser, et de fait, je trouve que sa façon d'organiser les choses marche très bien. Donc les stratégies de rupture d'affrontement, c'est l'idée finalement qu'ils font un rapport de force. Voilà. Et ça, on en parlait aussi tous les deux avant le podcast, mais je pense que c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas sur la question écolo. Moi, je vois des gens sincères, militants, etc., ou parfois dans les entreprises qui font de la RSE, qui font des fresques du climat, qui font ce que vous voulez, qui en fait se disent « Ah, si jamais les actionnaires des grands groupes avaient conscience de l'ampleur du problème social et écologique, alors évidemment, ils agiraient, etc. » Moi, je suis pas d'accord, et c'est pour ça d'ailleurs que je parle plusieurs fois de lutte des classes dedans. Je pense sincèrement qu'on n'a pas tous intérêt à aller vers une bifurcation écologique sociale. On n'y a pas tous intérêt, voilà. Et il y a une petite minorité qui n'y a pas intérêt pour des raisons économiques, en fait. Et donc, du coup, ces rapports de force sont hyper importants. Et pour moi, j'en parle en premier parce que c'est la stratégie la plus importante. Je pense que c'est avant tout cette question de l'affrontement. Et pour donner un exemple, c'est les soulèvements. Voilà, vous avez les méga-bassines. Bon, les méga-bassines, l'affaire des méga-bassines, c'est donc du coup des permis qui ont été attribués pour construire des énormes bassines, on allait pomper l'eau dans les nappes, voilà, et notamment, en fait, ces bassines allaient abreuver une petite partie des agriculteurs qui sont en vérité des grands capitalistes qui ont des grands domaines, etc. Et donc, si vous voulez, c'était une privatisation de l'eau, c'était une mise en danger très forte de l'environnement et donc des générations futures, etc. Et donc là, en fait, vous avez donc le permis qui est attribué, et qu'est-ce que font les soulèvements ? Bah voilà, ils mobilisent plein de gens, et moi je vais souvent dans ce genre de démonstration-là, et en vérité, le portrait qu'en font les médias est risible. C'est la plupart des gens, c'est des gens tout à fait de tout âge, de tout horizon, qui sont simplement inquiets et qui donnent de leur temps pour être là, pour essayer de lutter pour un avenir faisable. Et donc, sur la question des méga-bassines, les soulèvements ont fait leur action, et on peut en penser ce qu'on veut, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le résultat est là, dans le sens où, suite à ça, en fait, on en a quand même beaucoup parlé, et le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, s'est saisi de la chose et a dit que plusieurs de ces permis, et notamment celui de Sainte-Soline, sont illégaux. Sont illégaux parce que l'étude d'enquête environnementale avait été bâclée, avait été mal faite. Donc là, si vous voulez, c'est intéressant de se dire que la justice se saisit du truc parce que tu as des soi-disant, comme on les appelle éhontément le gouvernement, des éco-terroristes, qui, en fait, voilà, ont mis la lumière sur la chose. Et donc, je pense que cette question de l'affrontement est très, très importante. Et en fait, penser qu'on peut y arriver sans ça, c'est vraiment se leurrer, quoi. On a à peu près la même configuration avec la 69. La 69, c'est aussi une lutte très locale, articulée aussi à une lutte juridique, en fait. Hein. C'est assez intéressant. Est-ce qu'il y a des points de convergence entre ces deux types de luttes, non ? Complètement. Et d'ailleurs, c'est le rôle des associations. C'est comme ce qui s'est passé. Tu as raison de citer la 69. On peut citer aussi la question de Nestlé, par exemple. Oui. Voilà, on a vu qu'ils avaient utilisé, avec la complicité de l'Élysée, ce qui est quand même extrêmement... inquiétant. Ils avaient utilisé des traitements chimiques illégaux, etc. Et ça, c'est parce que des assos comme Foodwatch qui s'en sont saisis et qui ont saisi la justice. Donc, je pense que c'est le rôle des assos et des militants de le faire. Et effectivement, les soulèvements de la terre, moi, c'est une asso que je soutiens pleinement. Et en plus de ça, c'est des gens qui ne s'attaquent pas aux personnes. C'est des questions de sabotage. Et donc, c'est là où je trouve que la disqualification telle que l'utilise le gouvernement est juste terrible. Terrible. Parce qu'en fait, je pense que la pensée des soulèvements, c'est de se dire, bon, on a des choses qui, là, maintenant, sont en train de détruire, et ça, c'est prouvé, nos conditions d'existence future, et ça, on va les enlever. Ouais. Voilà.
Alors ça, tu vois, c'est intéressant d'aborder cette première forme de sortie ou de bifurcation. Mais je pense que c'est pas pour tout le monde. Il faut quand même avoir le cœur bien accroché, hein, soyons honnêtes. Mais quand même, ça met en lumière toujours ce débat qui a lieu au sein de la communauté des gens qui veulent faire la transition, la bifurcation. C'est est-ce qu'on est un insider ou est-ce que donc on fait les choses de l'intérieur ou est-ce que on sort du truc. Toi, tu mets 2 sous-ensembles là-dessus. Stratégie symbiotique, d'abord. Qu'est-ce que c'est si on parle de ça ? Alors, symbiotique, on va dire que c'est les stratégies les plus calmes. Donc, symbiotique, l'idée, c'est, et on en a besoin. Donc, j'ai dit que la première était pour moi la plus importante, mais on a complètement besoin des 3. Et donc, symbiotique, c'est se dire, bon, à l'intérieur des choses qui existent déjà, donc par exemple à l'intérieur du capitalisme, à l'intérieur des boîtes, je vais essayer de changer les choses avec les outils qui sont mobilisés. Et du coup, typiquement, ces stratégies symbiotiques, c'est par exemple la comptabilité en multicapitaux. Voilà. Alors, encore une fois, il y a différentes méthodes. Celle qui est sérieuse, c'est la méthode CARE, C-A-R-E. Et coucou Alexandre Rambaud. Voilà, la comptabilité multicapitaux, en fait, est compréhensible par les entreprises. On leur dit simplement... Enfin, moi, honnêtement, je te le dis maintenant, moi, j'ai fait des études d'histoire, de sciences politiques, de sociaux, mais je n'ai pas fait d'études de compta, donc je ne connaissais rien. Ouais. Et quand j'ai commencé à me pencher là-dessus, je me suis dit, mais attends, c'est incroyable. Ça veut dire qu'en fait, on considère que quand une entreprise emprunte à une banque, elle a une dette économique à rembourser, et son but, évidemment, ça va être de gagner plus que ce qu'elle a emprunté ou faire du profit. C'est la base du truc. Donc, si vous voulez, il y a une dette financière. Quand on emprunte de l'argent, on a une dette à rembourser. Par contre, quand on va aller puiser dans les ressources naturelles ou qu'on va aller puiser dans ce qu'on appelle hyper méchamment les ressources humaines, mais qui sont les humains, ça, pour le coup, c'est pas une dette, c'est des charges, en fait. Et c'est incroyable de dire que la comptabilité considère ça comme ça. Et quand j'ai compris qu'on avait une comptabilité comme ça, je me suis dit, mais c'est évident qu'on fonce dans le mur. Alors, attends, parce que justement, moi, je m'étais intéressé de loin à ce truc-là. C'est-à-dire qu'on considère que utiliser, c'est-à-dire épuiser, en fait, parce que tu parles de dette, les êtres humains à travailler pour toi, ça doit passer dans la comptabilité en tant que dette humaine, c'est ça ou dette, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en fait, la base de l'analyse d'Alexandre Rambaud et de Jacques Richard, qu'ils ont écrit ensemble un bouquin Révolution comptable qui m'avait bien marqué il y a quelques années, en fait, ils te montrent que la comptabilité, comme on a aujourd'hui en partie double, avec actif, passif, voilà, c'est quelque chose d'assez récent. En fait, c'est assez récent, c'est notamment du XVIe siècle, et ça a été lancé notamment par des marchands vénitiens et à Florence. Et l'idée à l'époque, si vous voulez, si je caricature, hein, c'est que ces marchands-là voulaient faire des expéditions, etc. Mais à l'époque, on avait une comptabilité en partie simple, avec un seul tableau. Et donc à l'époque, on n'était pas du tout certain d'être remboursé en capital investi avant qu'on paye les salaires ou qu'on remplace le bois, ou j'en sais rien. Et donc on a inventé cette partie double en disant, OK, on va mettre au passif le capital financier. Lui, c'est un capital qu'il faudra rembourser. Et on met en actif, en ressources, les capitaux humains et naturels. Et donc, en effet, l'idée de la compta multicapitaux, c'est de faire passer au passif les enjeux sociaux et environnementaux. Voilà. Et c'est pareil, évident. Hein. C'est-à-dire que dans le calcul de la valeur d'une entreprise, ce que tu fais d'un point de vue social et environnemental compte autant que le financier. Ouais. Pour moi, c'est le minimum. Pour l'instant, en fait, on le pilote en tant que gestion des risques. En fait, risque santé, risque environnemental. C'est de l'extra-financier. Voilà, risque des choses, de la fioriture à côté. Exactement, quoi. Absolument. Et là, tu le mets au cœur du truc. Et attention, parce que les gens confondent souvent, c'est pas mettre un prix sur la nature. C'est pas mettre un prix, c'est pas Total avec son truc en Ouganda à flinguer 100 rhinocéros. Et puis on achète des arbres à côté. Ouais. Voilà, chaque rhinocéros vaut 700 €. Non, c'est pas ça. Par contre, c'est ce qu'on appelle les budgets de préservation. Ça veut dire que, imaginons que on reprend Nestlé là, vous commencez à taper dans une ressource d'eau pour faire votre eau gazeuse là. Et ben en gros, finalement, vous allez endommager cet espace naturel. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va calculer scientifiquement en disant, OK, sur les questions de biodiversité, eau, etc., qu'est-ce qui a été affecté, qu'est-ce qui a été dommagé. Et là, ce qu'on va faire, c'est calculer un coût. Dit le coût de préservation, c'est pas en effet pour planter des arbres au Nicaragua, c'est combien d'euros il faudrait pour remettre en l'état à l'endroit ce que vous venez de flinguer. Voilà. Et ça, c'est un coût. Et est-ce que c'est pas les assureurs qui devraient accompagner là-dessus? Parce que moi, ça me fait penser à l'assurance, c'est-à-dire ça crée du dommage, donc ça crée du risque pour les gens qui sont à côté de la maison qui est à côté, ou le cours d'eau qui est à côté, ou la commune qui est à côté. Ça pourrait effectivement être calculé par un système assurantiel qui dit qu'en fait, finalement, les externalités, il faut les compter chez vous. En fait, et pas ailleurs, quoi. Donc, et bien. Et l'intérêt, c'est que ça pourrait aussi beaucoup plus responsabiliser que effectivement une partie extra-financière un peu ouais, bidon. C'est ça. Ça permet en fait de rendre compte, quoi. Tu mets au même niveau. Moi, cette comptabilité multicapitaux, je trouve en termes de stratégie symbiotique, en tout cas, moi, je l'utilisais beaucoup dans le conseil sur la post-croissance, parce que ça parle aux entreprises.
Et voilà, c'est assez opérationnel. Ça veut dire que, imaginons que vous êtes une boîte, vous allez vous dire, OK, c'est quoi les lignes planétaires sur lesquelles j'ai le plus d'impact? J'en sais rien. Ça peut être, imaginons que vous êtes dans l'agriculture, peut-être c'est les sols et c'est l'eau. Donc vous allez commencer à mesurer ça. Donc voilà, donc c'est essayer de changer les choses. Et en effet, tu le disais, tout le monde n'a pas envie d'aller forcément en manifestation et se faire balancer du gaz lacrymogène dessus. Donc c'est utile, important à faire. Et ce que je dis par contre, et ça c'est important, c'est qu'il faut faire attention de ne pas opposer les différents profils d'écologistes. C'est-à-dire que quand le gouvernement, par exemple, dit « Ah, regardez, les soulèvements, c'est des grands vilains méchants », en fait, finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent « Ah, ceux qui sont dans l'écologie responsable, là, tout gentil, en petite chemise, à parler de comptabilité, vous, c'est bien, c'est super ce que vous faites. Et eux, c'est des méchants. » Et ça, c'est pas possible. Ça veut dire qu'en fait, si on veut être sérieux dans le symbiotique, il faut soutenir à fond aussi le reste. Oui. C'est-à-dire quelqu'un, pour moi, je comprends que toi, tu ne veux pas faire ça, c'est un rapport à l'autre, je comprends. Et tu fais ta comptabilité dans ton coin, aucun souci. Mais par contre, tu dois soutenir ces gens-là. Parce que d'une certaine manière, et je le dis à un moment... c'est pas toujours le cas, en vrai. Ah non, c'est pas toujours le cas. Ouais. C'est pas toujours le cas. Et en gros, je le disais, je pense que même qu'il y a une sorte d'alliance. De cette manière, alors ça, je le dis comme ça, mais je me dis, un directeur RSE ou une directrice RSE qui pousse quelque chose dans son entreprise. Voilà, il est confronté, j'en sais rien, au directeur financier, aux actionnaires, au directeur général qui disent « Attends, on va quand même pas dépenser de la thune pour ton histoire là, écologique. » Et ben, je pense que le fait que, par exemple... il y a des militants écolos qui viennent un peu mettre la pression, etc., je pense, peut peut-être jouer dans ce que dit le directeur RSE. Et peut-être le faire gagner. Et en gros, il y a cette question beaucoup d'image. Et une fois, ça m'avait beaucoup marqué, alors je ne peux pas dire le nom, c'est pas intéressant, mais c'est quelqu'un d'assez haut placé à qui j'avais parlé, qui m'avait dit, tu sais, je parlais à l'époque de BlackRock. En fait, BlackRock, à l'époque, avait été... je crois qu'on avait balancé Action Champion avait mis de la peinture dessus, quoi. Et en gros, c'était un groupe de travail où on parlait des mesures sur la finance verte. Et en gros, je disais, comment on peut faire? Et cette personne qui était pourtant haut placée dans la finance m'avait dit, mais tu sais, Gabriel, en vérité, chaque année, par exemple, il y a des ministres, des présidents qui vont parler à BlackRock et ça leur fait ni chaud ni froid, ils ne changent rien. Mais par contre, le fait qu'il y ait des militants qui viennent balancer du truc rouge et qui le balancent sur les réseaux, là, ils ont vraiment essayé c'est du bullshit toujours, mais ils ont voulu mettre en place quelque chose. Donc là, on se dit, c'est quand même fou, quoi. Donc, quelques personnes un peu motivées, importables et quelques postes, ça peut avoir plus de puissance que... en fait, le discours d'un président. CF, et je renvoie au premier épisode de ce podcast, l'entretien qu'on a avec Clément Sénéchal, sur les accointances de la bourgeoisie dans les différentes organisations privées ou publiques ou parapubliques. La dernière, stratégie interstitielle. Qu'est-ce que c'est ? Alors, donc il y a celle de rupture, donc c'est dans l'affrontement, il y a celle de symbiotique qui sont, entre guillemets, réformer les choses de l'intérieur. Mais normalement, si on le fait bien avec l'idée qu'il faut aller vers la révolution. Hein. Mais bon, voilà. Et puis la troisième, c'est interstitielle. Et donc, du coup, là, c'est se dire, OK, je vais pas être dans l'affrontement, je vais pas essayer de changer non plus le capitalisme de l'intérieur, mais en fait, je vais construire un à côté. C'est là qu'on va sur la notion de déjà là. Et là, c'est particulièrement important parce que du coup, c'est un peu l'idée, je le disais, c'est un peu ringardiser le capitalisme. C'est dire, bon, OK, moi, je vais construire un à côté. Par exemple, les ZAD sont aussi des à côté. Je vais construire une autre manière de faire, une manière de vivre. Et en fait, je vais pouvoir montrer que cette manière-là, en comparaison de l'autre, est mieux. C'est un peu ça l'interstitiel. Et c'est hyper important parce qu'en fait, c'est déjà là, préfigure tout le reste. Et le fait ça permet en plus de montrer, d'expérimenter, de montrer que ça fonctionne sur le terrain. Et surtout, je trouve que c'est très fort dans la question de l'imaginaire. C'est ça, la décroissance est toujours beaucoup intéressée à la question de l'imaginaire et parle de colonisation de l'imaginaire. Donc le fait que les gens... parce que souvent, on est en train de dire, oui, alors les gens, ils veulent être écolos, les jeunes disent qu'ils sont écolos, mais alors, ils achètent toujours des choses et ils partent en avion. Et c'est vraiment moi, je le reprends à chaque repas de Noël. C'est « Ah, Gabriel, t'es écolo, mais tu manges ça. » Bon. Et donc, en fait, il y a cette idée qu'il y aurait une contradiction entre les deux. Mais en fait, je crois que le modèle capitaliste, depuis des décennies de films, de publicité, nous a inculqué, et moi aussi, je suis dedans, hein, un modèle dans lequel le bonheur, c'est l'achat, le bonheur, c'est la possession, le bonheur, c'est montrer qu'on a, etc. Et donc, si tu veux, c'est très dur de s'en sortir. Et je trouve que les déjà là permettent de montrer aux gens, ah ouais, en fait, on peut faire autrement, etc. Et donc, du coup, c'est là où il faut beaucoup se décentrer. Et là, j'en parle un peu aussi dans le livre, mais par exemple, ce que dit Aurélien Barraud sur le fait qu'il faut donner une chance à l'ailleurs, c'est ça aussi, c'est se décentrer, quoi. Se dire, OK, nous, en fait, la conception qu'on a du bonheur, etc., ça a été formé par un modèle capitaliste, et c'est pas la seule façon de le voir. Et il y a d'autres civilisations qui le font très différemment. Ouais. Et il faut s'en inspirer. Ouais. Notamment faire des déjà là, par exemple. J'en viens un peu à la question qui gratte. Là, on est déjà à 3/4 d'heure d'entretien. Je me suis tout au long du... Alors, tu en parles un petit peu avec les stratégies d'affrontement, etc. Mais moi, je pense à cette phrase de Frédéric Lordon qui dit que le capital ne laissera pas faire.
le capital ne laissera pas faire, la bourgeoisie ne laissera pas faire. Alors, du moins, la très grande bourgeoisie. Et du coup, je me suis dit, est-ce que c'est pas un peu naïf juste de s'appuyer sur les soulèvements de la Terre, ou qui font apparemment un bon boulot, et puis le symbiotique, etc. Et toutes les stratégies en fait de défense en fait qu'on peut appeler le grand capital, est-ce que ça tu l'as pensé? Est-ce que ça tu en as conscience? Est-ce que ces stratégies type je m'oppose à un projet local, parce que là tout ce que tu m'as énuméré c'était vraiment, et c'est tout à fait légitime, c'est vraiment des luttes locales. Comment on pense ce truc-là? Et je sais qu'il y a des think tanks qui ont pensé, mais avec le fait que il y a quand même une grande partie du pouvoir, et pas seulement économique, qui est aux mains de... T'en parles un petit peu avec notamment les médias, mais il n'y a pas que les médias, il y a aussi la monnaie, il y a aussi plein d'autres choses comme ça. Ouais. Comment t'as pensé ça? En tout cas, je suis tout à fait en ligne avec Lordon, et évidemment que la bourgeoisie ne laissera pas faire. Mais de fait, pour moi, en gros, l'idée, et c'est un peu ce que je développe, parce que je parle de la question de la monnaie aussi, etc. Mais en gros, l'idée, c'est de dire... Aujourd'hui, on est dans un monde où l'économie domine le politique. Et c'est ce que Bourdieu, d'ailleurs, appelait l'économicisme, quoi. C'est-à-dire qu'à partir des années 80, avec le néolibéral, vous avez en fait des politiques qui sont des prestataires de services et qui essaient d'atteindre des impératifs économiques qui profitent aux grandes entreprises. Si je caricature. Voilà. Et donc, pour moi, en fait, pour en sortir, il faut enlever le pouvoir que ces gens-là ont. Et pour ça, il faut que l'État retrouve sa place. Et par exemple, une chose qui me paraîtrait incroyable à faire, et on repart ces affaires un peu d'ailleurs d'enracinement, etc., c'est la question du protectionnisme. Oui. C'est-à-dire, vous mettez un protectionnisme et vous dites au niveau européen, OK, on définit des normes sociales et environnementales exigeantes, les biens qui ne peuvent pas y correspondre, eh bien finalement, ils vont devoir payer des taxes, ils ne pourront pas rentrer. Là, vous faites ça, vous cassez la liberté qu'on donne aux multinationales, aux grands groupes, de faire bouger leur capital, etc. Oui. Et donc, je pense qu'en fait, il faut que l'État réaffirme sa puissance sur les entreprises à travers, je le disais, donc, ce protectionnisme, à travers aussi, on disait la question des médias, donc faire en sorte de s'inspirer du Conseil national de la résistance et qu'on arrête d'avoir des médias des milliardaires. Et c'est aussi, tu l'as dit, au niveau de la monnaie. La monnaie, j'en parle un peu parce que je trouve ça extrêmement structurant. Parce qu'en fait, si vous voulez, au temps de De Gaulle, on avait ce qu'on appelle le système dit de bloc Lenné. Et en fait, ça permettait à l'époque où la Banque de France était notre banque centrale, ça permettait au Trésor, à Bercy, au ministère de l'économie, d'emprunter à taux zéro auprès de la Banque de France, ce qui permettait en fait à l'État d'investir sur des projets qui n'étaient pas rentables à court terme. Après, vous avez De Gaulle, il a investi dans le nucléaire, il a investi dans les logements sociaux, il a investi dans plein de choses. Et en fait, pourquoi il pouvait le faire? Parce qu'il avait cette monnaie-là, sans intérêt, et ça lui permettait d'investir sur des choses, etc. Et en fait, on est passé après, dans les années 80 avec Mitterrand et puis avec le traité de Maastricht, etc., à un système où en fait, les États ne peuvent plus emprunter auprès de leur banque centrale et doivent passer par des marchés secondaires. Donc, encore une fois, là, tu redonnes tout le pouvoir à des grands capitalistes. Et ces gens-là te font payer un intérêt. Et là, vous vous rendez compte, ça veut dire qu'on emprunte et on doit rembourser l'intérêt. Et en dernier recours, vous avez ce qui se passe en Grèce. Ça veut dire que vous avez le marché, etc., les grands groupes, qui ont la puissance de contraindre un État à maltraiter son peuple, en gros. Et donc moi, je pense qu'il faut sortir de ça. Il ne faut plus passer par les marchés privés pour la monnaie. Je n'ai pas la compétence, mais des gens comme par exemple mon ami Nicolas Dufresne, là, pour savoir s'il faut remettre la Banque de France ou il faut que ce soit la Banque Centrale Européenne qui nous prête directement. Mais ce qui est certain, c'est que l'État, sur les questions sociales et écologiques, doit pouvoir financer des choses non rentables, c'est sûr. Il y a aussi Gaël Giraud qui a travaillé sur le rachat de la dette par la Banque centrale pour essayer d'alléger effectivement les États. Ça aussi, ça participe un peu de ce désarmement en fait, en tout cas de cette desserrage d'étau en fait des États pour leur donner plus de marge de manœuvre en fait. C'est ça, la dette, je pense, tu as bien fait d'en parler, je pense que c'est vraiment des angles principaux. Top. On arrive quasiment déjà à la fin. Peut-être s'il y avait un conseil que tu donnerais à ceux qui nous écoutent, qui se posent la question, à part lire le livre, parce qu'encore une fois, c'est un livre encore une fois très complet, très systémique, très politisé. Qu'est-ce que tu conseillerais à ceux qui nous écoutent pour envisager la décroissance au-delà du simple aspect économique? On va s'appauvrir, souvent c'est associé à l'appauvrissement en fait, la décroissance. Par quoi il faut commencer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors je pense que si jamais les gens veulent voir différemment la décroissance, il faut qu'ils s'intéressent au concept de démarchandisation. Voilà. Okay. Il faut s'intéresser à ça. Alors il y a un bouquin que je conseille, après on peut lire des articles, pas besoin de lire tout le bouquin, il s'appelle de Karl Polanyi, qui s'appelle La Grande Transformation, et lui, je pense que c'est le bouquin qui a été le plus important dans ma pensée sur la décroissance,
parce qu'il montre quelque chose dont j'avais besoin d'une certaine manière. Ça veut dire qu'en fait, lui, il regarde ce qui s'est passé quand les grands marchés capitalistes sont arrivés, etc., entre le 19e siècle et le milieu du 20e siècle. Et il s'est dit, bon, ok, on est arrivé dans ce capitalisme mondialisé, financiarisé. Qu'est-ce que ça fait sur les relations entre individus ? Il s'est posé cette question-là. Et ce qu'il montre, et moi depuis que j'ai lu cette analyse, je l'applique sur plein de choses et ça marche très très bien. En fait, il montre que, si vous voulez, le capitalisme a besoin de croissance, bon ça c'est la base, et pour ça, il a besoin d'avoir des relations humaines qui sont marchandisées. C'est-à-dire que le PIB ne voit que quelque chose sur lequel il y a un prix. Oui. C'est-à-dire le fait que vous ayez votre enfant le soir, ou je ne sais pas quoi, où il y a plein de choses comme ça qui sont hyper importantes, mais le capitaliste s'en fout, il n'en a rien à faire. Ce qu'il veut, c'est des choses marchandisées. Et en fait, Polanyi montre comment il y avait plein de relations humaines qui préexistaient à ce capitalisme financiarisé, comme par exemple les relations de charité, comme par exemple les relations de réciprocité. Donc typiquement, je sais pas, vous avez une famille de paysans, mais vous n'avez pas assez de vous et d'autres familles pour faire votre récolte, bah, vous allez aider une famille, et la semaine d'après, ça va être vice-versa. Donc vous aviez en fait plein d'associations humaines comme ça, etc., qui existaient et qui ont été un peu marchandisées. On a mis un prix dessus. Et quand on met un prix dessus, c'est pas anodin. Pour donner un exemple, vous prenez ce qui s'est passé avec Orpea. Orpea, s'occuper des personnes anciennes de nos sociétés, ça a été quelque chose, longtemps dévolu à la famille. Et c'était pas forcément bien, puisqu'on est dans une société on reste d'ailleurs dans une société très machiste, donc souvent ça tombait sur les femmes, etc. Mais si vous voulez, c'est une autre façon de le faire. Et en fait, dans Orpea, vous faites en sorte que on s'occupe des personnes âgées à travers en fait une entreprise qui a une logique capitaliste de faire du profit. Et donc quand on propose du lien social pour ça, bah forcément ça va le détruire. Et donc en fait, ce que montre Polanyi, c'est à quel point cette marchandisation de la vie, de toutes les interactions, et aujourd'hui on arrive sur des choses comme avec Tinder, OnlyFans, où payer plus permet de... Bon, en tout cas, on marchandise l'amour, enfin, c'est que ça commence à être assez fou. Et donc en fait, il montre que cette marchandisation des relations humaines mène à ce qu'on appelle, ce que Jacques Généreux appelle une dissociété. Et moi, j'en suis assez convaincu de ça. C'est-à-dire, je pense que finalement, démarchandiser des choses ferait baisser le PIB, certes, mais je pense que ça pourrait potentiellement faire revivre les relations humaines, quoi, le lien social. Ça veut dire qu'en fait, il faut politiser n'importe quelle pratique quotidienne, en fait, d'achat, de consommation, et d'essayer de s'interroger sur est-ce que ce truc-là peut être démarchandisé, est-ce qu'on n'aurait pas intérêt à le faire. Dernier mot, tu veux parler un peu d'Alter Capitae, ce que vous faites, vos actus prochaines, est-ce que vous avez des choses que vous allez produire prochainement ? Ouais, donc Alter Capitae, donc on a une asso bénévole qui milite pour la décroissance. Je l'ai cofondée il y a 4-5 ans, je la préside toujours, et on a un collectif qui grandit pas mal, on a ouvert aux adhésions, donc là n'hésitez pas à rejoindre l'asso. Et ce qu'on fait du coup, c'est on fait en sorte justement ça, de faire en sorte que ce discours de la décroissance, et vous l'avez vu en m'écoutant, qui est quand même assez radical, puisse toucher le plus de monde possible. Et donc pour ça, on fait plein de choses. On fait des conférences, on fait des ateliers débats, on a fait des rapports que je vous invite à lire. Un sur les caisses de redirection écologique, qui est en fait un nouveau concept économique, qui notamment mélange comptabilité multicapitaux, municipalisme, sécurité sociale, et qui est vraiment, vraiment intéressant. On a aussi commencé à réfléchir un peu à des propositions politique en se disant bon ok, qu'est-ce que ce serait une agriculture, une alimentation décroissante. On a fait un rapport dessus aussi. Là on va faire des choses au niveau des municipales en essayant de montrer qu'est-ce que c'est au niveau d'une ville, une pensée décroissante. Parce que typiquement en fait, moi j'ai rencontré pas mal d'élus locaux et parfois c'était bien de me voir en me disant ah ouais j'aime bien la décroissance mais tu comprends moi si j'en parle en fait ça va être mal perçu. Et donc l'idée en fait c'est qu'on va essayer de répertorier des actions qu'on considère comme décroissants et de fédérer un réseau des élus locaux à la décroissance. On fait ça. On va potentiellement aussi faire une journée spiritualité et décroissance, bientôt. Et il y a l'Agora. Donc, plein de choses. Donc, n'hésitez pas à rejoindre. Et un grand merci d'avoir reçu. Merci à toi. Merci pour cet entretien passionnant. Donc, je rappelle, Gabriel Malek pour une décroissance prospère aux éditions Payot. Allez vous le procurer. C'est passionnant. Merci à toi, Gabriel. Merci. C'est la fin de cet épisode. Et vous, quelle est votre conception de la décroissance ? Pensez-vous qu'elle puisse se conjuguer avec la prospérité ? Êtes-vous plutôt team confrontation ou team symbiotique ? Partagez-nous votre avis en commentaire et dites-nous ce que vous en pensez. Et moi je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de La Pelote, tirez le fil de l'écologie. Salut !